nouveau numéro de nos Facebook Live confinés. Ce soir avec Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup Jean-Michel de donner de ton temps pour répondre aux questions que se posent les internautes. Sois le bienvenu dans nos Facebook Live. Bonsoir Sébastien et merci à toi. Écoute, comme tu t'en doutes, il y a évidemment énormément de questions que les uns et les autres peuvent se poser sur l'éducation de leurs enfants. Cette période de confinement, elle nous a ramené d'une certaine façon à l'essentiel pour un bon nombre de choses dans nos vies, mais notamment sur l'éducation de nos enfants, pour ce qu'il y a de meilleur, évidemment, puisqu'on a retrouvé un lien très direct à l'éducation des enfants, parfois un lien aussi parent-professeur qui a été renouvelé à cette occasion. Cette période, elle fait aussi émerger beaucoup de difficultés et on le voit dans la période avec des enfants qui sont parfois plus éloignés du système scolaire et en difficulté. Et je pense que c'est bien qu'on parle de tout ça. Peut-être dans un premier temps, parler plutôt des sujets qui concernent la période de confinement. Et puis, on l'a vu avec l'intervention du président de la République lundi soir, beaucoup de questions se sont ouvertes sur le retour à l'école et notamment la façon dont on va gérer, et notamment pour l'éducation des enfants et aussi dans l'enseignement supérieur, l'après 11 mai. Donc, je te propose peut-être d'abord de commencer par des questions assez concrètes sur la période de confinement. Beaucoup de choses ont été mises en place pour adapter les enseignements. Et je commence peut-être par une question un peu générale. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux sur la façon dont les choses fonctionnent sur l'enseignement à distance, des difficultés, des sujets qui ont été réglés, bref, sur la façon dont on peut continuer à accompagner et s'occuper de l'éducation de nos enfants pendant cette période? D'accord. Bon, d'abord, merci. Merci encore de l'invitation. Puis je suis toujours très heureux de pouvoir donner des explications. Donc, je vais m'efforcer de le faire maintenant. À partir du moment où il y a eu le début de la période de confinement, on s'est retrouvé dans une situation totalement spéciale. Nos missions ont en quelque sorte muté. Et avec deux missions très importantes. Une qui a été d'organiser l'accueil des enfants de personnel soignant, c'est un point important. Il faut savoir que depuis le début de la période de confinement, on accueille tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, environ 30 000 enfants qui sont des enfants de personnel soignant, en respectant un certain nombre de règles, notamment le fait de les accueillir en petits groupes pour que les règles de distanciation soient respectées. Et c'est quelque chose qui a dû se mettre en place tout de suite. Et je tiens à le dire parce que ça signale toujours la capacité de réactivité de l'éducation nationale, l'engagement des professeurs. D'emblée, les professeurs ont été volontaires, indépendamment de tout crime ou autre, quoi que ce soit, sans savoir si c'était bénévole ou pas. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et tout ça au service du pays, en réalité, et au service des personnels soignants. Donc là, c'était très concret et très important. D'ailleurs, vous avez élargi l'accueil personnel soignant et y compris des enfants aussi de travailleurs sociaux. Alors, on l'a élargi parfois au cas par cas. On l'a élargi aux enfants des personnels des forces de sécurité intérieure, policiers, gendarmes. On a voulu ne pas. Il y avait bien des raisons d'élargir toujours plus, mais néanmoins, pour respecter justement les principes du confinement, on n'est pas allé trop loin, même s'il y avait plusieurs catégories professionnelles qui étaient très légitimes pour demander la même chose. Mais en tout cas, ça fait environ 30 000 enfants, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et avec des professeurs, des personnels des collectivités locales et d'autres secteurs associatifs en particulier qui se sont mobilisés. Et donc cette mission a été accomplie, elle s'accomplit encore évidemment pendant toute la période de confinement actuellement. Ensuite, la deuxième mission, plus vaste, puisque concernant tous les élèves, ça a été du jour au lendemain de se mettre dans un système d'enseignement à distance. Alors, on ne partait pas de zéro, puisqu'on avait commencé à le faire pour les élèves français en Chine, dès qu'il y avait eu le début de la crise à Wuhan. Et puis ensuite, vous vous souvenez tous qu'il y avait eu l'Oise, le Morbihan, le Haut-Rhin, et donc différentes parties du territoire qui avaient commencé à rentrer dans le confinement. On avait mis en place ce système Ma classe à la maison. Et puis quand il a fallu basculer à un moment donné dans l'enseignement à distance pour tous, eh bien, le CNED a été prêt pour ce basculement. Chacun se souvient que les 2 ou 3 premiers jours étaient un peu durs à tout point de vue, y compris sur le plan informatique, parce que les réseaux étaient encombrés, mais finalement, quand je dis on, c'est la France. Toute la France s'est adaptée. Et comme tu le disais, Stanislas, pour le meilleur et pour le pire, avec parfois prise de conscience, notamment de la difficulté du métier de professeur. C'est pas facile de faire la classe à la maison. Et puis, voilà. Et puis, progressivement, les choses se sont mises en place. Les ressources étaient là. Ma classe à la maison
c'est près de 400 000 professeurs qui l'ont utilisé, soit pour utiliser les ressources qui sont dedans de la grande section de maternelle jusqu'à la classe de terminale, avec des progressions qui sont prévues, ou pour utiliser le petit système de classe virtuelle qui existe dans ma classe à la maison. Et puis, il y avait d'autres moyens d'interagir pour les professeurs, notamment les environnements numériques de travail auxquels ils sont habitués, notamment dans l'enseignement secondaire. Et puis après, toute forme de contact, comme les emails, etc. Il y a eu un magnifique engagement des professeurs, je crois que tout le monde l'a noté, et des habitudes qui se sont témoignées. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais on a essayé, notre grand enjeu, il a rapidement été social aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est allé chercher les élèves qui pouvaient rester en dehors du chemin. Donc là aussi, semaine après semaine, on a gagné du terrain. Il y a eu du travail, mais ce que je suis en train de dire n'est pas complet, donc c'est important pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent participer à ça. Il y a vraiment des questions qui se posent sur cette spécificité-là que tu évoques, sur les élèves qui étaient parfois avant en situation de décrochage, ceux qui étaient à la limite, qui étaient en situation de difficulté. Quel est l'état de situation sur ces élèves-là? Est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour aller les chercher, y compris numériquement, à distance? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place sur cette situation? Alors, le premier des éléments, c'était une forme de quadrillage, c'est-à-dire, et là, c'est aussi les vertus, comme pour le CNED, de l'existence d'un service public national de l'éducation, c'est-à-dire, j'ai pu, dès le début, avoir des visioconférences tous les 2 jours avec les recteurs pour faire le point sur ça. Eux-mêmes travaillent avec leur DAZEN, donc les responsables de l'éducation à l'échelle départementale, les chefs d'établissement, les inspecteurs du premier degré, et donc les directeurs d'école. Et au travers de tout ce réseau, un maillage qui a permis, dès le début, de dire que chaque famille devait être contactée au moins une fois par semaine par téléphone, si possible davantage quand c'était des familles plus en difficulté. Et c'est cette personnalisation qui a été rendue possible en France de manière plus forte que dans beaucoup d'autres pays, et ça a été noté d'ailleurs par des instances internationales. Et ça, grâce à l'engagement de tous. On peut parler aussi des chefs d'établissement et des CPE qui ont fait un travail incroyable, les directeurs d'école, les professeurs, bref, mobilisation générale, on peut dire. Et donc, ce maillage a permis très vite d'avoir à peu près 90% des élèves. Après, on a bien vu qu'il y avait le sujet de la fracture numérique, donc la nécessité de diffuser des tablettes. Donc, ce qui a été fait, notamment beaucoup avec l'aide des collectivités locales, qui souvent sont celles qui pourvoient les tablettes dans les établissements et les écoles. Donc, ça a été beaucoup prêté ou donné aux familles. Le monde associatif, je pense à Emmaüs Connect, par exemple, a beaucoup contribué aussi. Mais ça reste encore à compléter. Et d'ailleurs, avec Julien de Normandie et Adrien Taquet, on va encore prendre de nouvelles initiatives qui, d'ailleurs, auront un impact pour au-delà du 11 mai aussi sur cette distribution. On parlait dans ces lives, et notamment de l'initiative sur un ordi pour nos enfants. Et Adrien et Julien ont pu parler. C'est vrai que c'est une magnifique initiative. Et ces lives valent aussi le coup pour relayer. Et on essaie de mettre d'ailleurs les sites internet pour que chacun puisse y avoir accès. On a lancé aussi une opération qu'on a appelée la Nation apprenante, dont sans doute ceux qui nous écoutent ont pour la plupart entendu parler. C'était une opération qui continue aussi, bien sûr, et qui consiste à enrôler l'ensemble des médias dans cette atmosphère et cet enjeu éducatif de la période que nous vivons. Donc concrètement, ça va être d'abord l'audiovisuel public. Donc c'est comme ça que France 4 a démarré ces émissions qui ont eu un très grand succès, des records d'audience, même par rapport aux chaînes les plus écoutées, pour des classes de CP, par exemple, des dictées, des choses comme ça. Je crois que là aussi, ça va sans doute rester au-delà du 11 mai comme étant une sorte de renouveau de l'usage télévisuel éducatif. Tous les jours, vous pouvez entendre sur France Info maintenant des séquences qui sont préparées avec l'Inspection générale de l'éducation nationale. La presse quotidienne régionale est rentrée dans la Nation apprenante. La plupart des quotidiens régionaux maintenant publient des contenus éducatifs qui sont vus avec l'éducation nationale. Donc l'idée, ça crée aussi du lien transgénérationnel. Tout ça, c'est aussi l'idée de faire de cette période un moment éducatif pour les élèves, bien sûr, mais même pour la société. Voilà, on a pris aussi une initiative avec la Poste qui marche maintenant et qui est que chaque professeur peut, lorsqu'il n'arrive pas à atteindre un élève numériquement, lui envoyer ce qu'il veut lui envoyer en écrivant sur son ordinateur ce qu'il souhaite, en scannant ce qu'il veut, et ensuite c'est envoyé par le serveur de la Poste qu'il imprime à l'adresse des personnes avec une enveloppe qui permet de répondre gratuitement pour la famille. Donc il y a eu plusieurs, je pourrais passer 1 heure à raconter tout ça, mais il y a
il y a évidemment une série de choses qu'on a faites pour essayer d'atteindre tout le monde. Mais évidemment, on n'y est pas arrivé à 100%. On est maintenant à peu près 95%. Mais ce 95%, c'est une moyenne. Il y a des endroits où la situation est assez grave parce que ça peut être 20, 30, 40% des familles qui sont en dehors du champ. Donc, on est très soucieux de ça. Et c'est aussi pour ça que le déconfinement est un point important. Ouais, bien sûr. Alors, il y a des questions spécifiques qui portent sur les Français de l'étranger. Nous avons eu un point la semaine dernière avec Jean-Baptiste Lemoine, avec qui tu collabores sur l'accompagnement des Français de l'étranger, notamment sur les différents types d'établissements qu'on trouve pour les Français de l'étranger. Est-ce que tous sont concernés par l'accès à l'éducation à distance? Et comment est-ce que vous avez pu adapter là aussi les procédures pour pouvoir les accompagner? Alors, les Français de l'étranger ont été les premiers concernés d'une certaine façon, parce que j'y faisais allusion tout à l'heure, dès qu'il y a eu le début de la crise en Chine, le système Ma classe à la maison s'est enclenché pour les élèves français ou les élèves de l'enseignement français en Chine. Et puis ensuite, une fois qu'il y a eu finalement la généralisation du confinement dans beaucoup de pays du monde, eh bien, au fur et à mesure, Ma classe à la maison a été ouverte aux élèves concernés. Et puis, les deux grands réseaux que sont l'AEFE et la Mission laïque française ont aussi commencé à déployer toute une méthodologie pour atteindre tous les élèves. Et là aussi, on a vu les professeurs de ces établissements faire ce que l'on a vu dans l'Hexagone et Outre-mer, c'est-à-dire un travail très personnalisé de contact avec les élèves. Donc, ce qui est arrivé aux élèves français de l'étranger est assez comparable à ce qui est arrivé aux élèves français en général. Alors, tu mentionnais l'engagement des professeurs qui a été sans retenue dans cette période. Ils ont tout de suite répondu présent, notamment ceux qui ont accueilli, on en parlait tout à l'heure, les enfants de personnel soignant. Est-ce qu'ils seront récompensés de façon spécifique? On peut penser soit à ceux qui ont accueilli les enfants de personnel soignant, soit à ceux aussi qui font du soutien scolaire dans la période, notamment pendant les vacances de Pâques, pour être très concret. Qu'est-ce qui est prévu en la matière? Alors, pour les professeurs qui se sont engagés pour l'accueil des enfants de personnel soignant, ils vont bénéficier du dispositif qui a justement été présenté par le Premier ministre aujourd'hui et par Olivier Dussopt, c'est-à-dire un mécanisme de prime pour les fonctionnaires qui se sont trouvés en situation un peu exceptionnelle du fait des circonstances. Donc, ça peut aller jusqu'à 1 000 €. Et donc, c'est ce qui est prévu pour eux. Par ailleurs, il y a aussi tous les professeurs qui se sont engagés dans le soutien scolaire gratuit pendant les vacances. Donc, en ce moment même, pendant les vacances de printemps, il y a du soutien scolaire gratuit à distance. Je parlais encore là avec un parent d'élève que je croisais qui me disait que sa fille en bénéficiait dans une école primaire de la région parisienne. Et ça, c'est rémunéré en heures supplémentaires. D'accord. Alors, nous avons énormément de questions des internautes. Je pense que ça doit être un record de questions pour un de nos lives. C'est bon signe sur l'intérêt pour l'éducation de nos enfants. Beaucoup de questions sur les examens. Alors, je propose qu'on prenne ces questions-là peut-être après avoir parlé de façon un peu plus générale de ce qui va se passer à partir du 11 mai. L'intervention présidentielle a posé beaucoup de questions sur les modalités de réouverture des écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu sais et ce que tu ne sais pas encore, puisqu'il y a du travail qui est en cours pour préparer cette réouverture? Alors, dès le début du confinement, on a évidemment une réflexion sur le déconfinement, qui est un vrai sujet. À partir du moment où on ferme les écoles, la question, c'est dans ces cas-là, à quel moment allons-nous les réouvrir et comment? C'est un peu comme qu'on fait décoller un avion, il faut avoir quand même une idée de l'endroit où on veut le faire atterrir. Et donc, depuis le début, on a évidemment des réflexions là-dessus, mais on est obligé de s'adapter aux circonstances et puis de tenir compte de ce que l'ensemble des parties prenantes peuvent souhaiter. Les élèves, les parents d'élèves, les professeurs, l'ensemble des parties prenantes, à la fin, la société française dans son rapport à l'école. Donc d'ailleurs, je fais le pari que, comme tu le disais déjà tout à l'heure, que la relation va sortir renforcée de cette crise. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de nouvelle alliance possible et déjà un peu visible entre la société française et son école. Et donc, la deuxième partie finalement de ce que nous vivons, c'est la réussite du déconfinement en prenant appui sur les forces de ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui et puis aussi tenant compte de nos faiblesses. Les deux mots-clés dans ce qu'a dit le président de la République pour ce sujet-là, à mes yeux, c'est le mot progressivité. Il faut que tout le monde ait bien à l'esprit par rapport à toutes les questions qui se posent qu'il ne s'agit pas le 11 mai de réouvrir uniformément et de faire comme si de rien n'était,
et de recommencer comme avant. Il n'a jamais été question de ça. On est au contraire dans l'invention de quelque chose de totalement différent, déjà pour les mois de mai et juin, mais même pour l'année scolaire 2020-2021, parce qu'on doit déjà imaginer un certain nombre de conséquences de ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut y travailler. C'est ce que nous faisons. Et donc là, on a 2 semaines, en effet, pour d'ici à la fin du mois d'avril, avoir défini, ça rentrera ensuite dans le discours global du Premier ministre sur le déconfinement dans toutes ses dimensions. Il y aura donc une cohérence entre ce qui se passe pour l'éducation nationale et ce qui se passe pour le reste de la société, notamment sur les règles sanitaires de base. Il est évident que je serai le premier garant du fait qu'il y ait des règles strictes en la matière. Donc, par exemple, le sujet des petits groupes pour pouvoir respecter les règles de distanciation, donc une organisation du temps différente, le sujet, bien sûr, des matériels de protection, toutes ces questions-là sont sur la table, et c'est ce dont je parle en ce moment même. Je fais des visioconférences toute la journée avec l'ensemble des partenaires pour avancer sur ces questions. Pardon. Il y a beaucoup de questions qui remontent sur les tout petits, les maternelles, les classes de primaire. Peut-être des enfants qui sont pas en capacité de porter un masque, par exemple. Et donc, j'imagine que c'est des questions que vous regardez de près. Est-ce que ça veut dire que pour les plus petites classes, le déconfinement sera encore plus progressif? Est-ce qu'il y a déjà une doctrine qui commence à s'établir là-dessus ou c'est pour les jours qui viennent? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'école primaire est plutôt prioritaire dans nos raisonnements parce que c'est aussi les enfants les plus petits qui font partie de ceux qui pâtissent le plus du confinement. D'abord, parce qu'ils sont petits, donc c'est difficile pour eux de supporter le confinement. Ensuite, parce qu'ils sont à des âges cruciaux pour leur développement, et particulièrement au début de l'école élémentaire, donc le CP et le CE1, ou alors même quand on est en CM2, qu'on s'apprête à rentrer en 6e, qu'il y a des choses à consolider. Bref, il y a des choses très importantes, et le virus ne doit pas nous conduire à évacuer des enjeux qui sont considérables pour nos enfants, tout simplement. Donc la rentrée des enfants de l'école primaire est un enjeu majeur, et le but sera quand même d'arriver à ce que les enfants des écoles primaires, a fortiori ceux issus des milieux les plus défavorisés, puissent entrer autant que possible dans des conditions évidemment sanitaires qu'on doit garantir. C'est vrai que le sujet se pose un peu en des termes différents pour l'école maternelle et pour l'école élémentaire. Parce que à l'école maternelle, c'est plus difficile de faire respecter certaines règles. À l'école élémentaire, en réalité, dès le CP, il y a des choses qu'un enfant de CP sait parfaitement respecter. D'ailleurs, à l'école maternelle, en partie aussi. Et donc, je ferai surtout un distinguo entre ce qu'on va préparer pour l'école maternelle et ce qu'on va préparer pour l'école élémentaire. Mais là, les discussions sont ouvertes. Ensuite, dans l'enseignement secondaire, on doit aussi faire des distinctions. J'ai beaucoup évoqué le lycée professionnel ces derniers jours, parce que c'est en lycée professionnel qu'on constate les plus forts décrochages. Et donc, on a besoin de raccrocher là. Et donc, je serai assez attentif à ce qu'on soit capable d'être actif pour les lycées pro dans les délais les plus brefs. Ouais, d'accord. Ça faisait aussi partie des questions qui étaient posées. Ça veut dire que pour le personnel enseignant, le port d'un masque est plutôt ce qui est prévu aujourd'hui, ou c'est pas encore déterminé? Je me garde de dire des choses trop définitives maintenant, puisque on est vraiment en phase de discussion et que c'est dans moins de 15 jours maintenant qu'on aura stabilisé des choses comme ça. Mais bien sûr, ça fait partie des hypothèses fortes sur la table. Mais nous en parlons et nous regardons aussi avec les autorités sanitaires ce qui est pertinent. Est-ce que vous commencez déjà à envisager des adaptations de programmes pour notamment la rentrée prochaine, pour tenir compte de ce moment de confinement qui a perturbé cette année scolaire? Est-ce que c'est des choses qui sont à l'étude aujourd'hui? Oui, je disais tout à l'heure, le mois de mai et le mois de juin 2020 n'ont rien à voir avec les mai-juin 2019 ou 2018 ou des années précédentes. C'est vraiment une année particulière. Donc en mai-juin, le but, c'est pas de finir le programme coûte que coûte. En mai-juin, le but, c'est la rescolarisation des élèves pour qu'ils puissent redevenir élèves, s'épanouir, se socialiser. Il y a une dimension, par exemple, psychologique qui est très importante dans ce qui va se passer. J'insiste sur la dimension sociale depuis tout à l'heure. Mais en deuxième lieu, je voudrais insister sur la dimension psychologique pour tous, toutes classes sociales confondues. Il y a des aspects qui peuvent être traumatisants dans ce qui est en train de se passer pour les enfants comme pour les adultes. Et donc là aussi, c'est toutes nos compétences psychologiques qui vont devoir s'exercer. Donc on a des professionnels, des psychologues dans notre système scolaire,
sont particulièrement sollicités. Mais je dirais que c'est aussi à nous, les responsables, qu'on soit ministre, chef d'établissement, recteur, d'être un peu dans une posture psychologique en mai et juin, c'est-à-dire d'écoute, de dialogue particulièrement forte, de compréhension. Et on doit sentir plus que jamais cette capacité d'unité à toutes les échelles entre nous tous. Donc cette dimension-là est très forte, beaucoup plus que de reprendre le programme là où on l'a laissé et de le terminer. Alors évidemment, ce que je dis là est différent d'une classe à l'autre. Puis il y a le raisonnement par cycle, c'est-à-dire on doit aussi déjà se projeter dans 2020-2021, se dire que par exemple les élèves de CP, Dieu sait que j'insiste en permanence sur le fait qu'ils doivent, que c'est important de consolider les savoirs fondamentaux en CP et sortir du CP en sachant bien lire et écrire, mais c'est aussi dans un raisonnement par cycle, c'est-à-dire dans un raisonnement qui prévoit une consolidation au moment du CE1. Donc c'est ces éléments-là que l'on a à l'esprit et qui vont aller en se précisant, c'est-à-dire qu'il y aura un cadre administratif et sanitaire de ce qui va se passer, un protocole qu'on va établir. Il y aura aussi un cadre pédagogique et puis bien sûr des marges de manœuvre locales pour tenir compte de toutes les réalités locales. Bien sûr. Alors pour l'enseignement supérieur, cela a été indiqué, la reprise ne se fera qu'en septembre. Il y a des questions qui concernent les élèves en classe prépa. Eux, est-ce qu'ils reprendront là aussi en septembre et comment ça se passera pour leur concours? Ce sont les questions qui sont posées. Oui. Alors j'en ai dit 2 mots à la télévision ce matin et je vais être plus précis d'ici à la fin de la semaine. Mais ce qui me semble important, c'est que ceux qui sont en lycée, les étudiants qui sont en lycée, autrement dit le post-bac qui se passe en lycée, c'est-à-dire les classes prépa et les BTS essentiellement. Il est à mes yeux assez normal qu'ils bénéficient du fait qu'on réouvre les lycées. C'est particulièrement vrai quand ils ont un concours à passer, comme effectivement, comme tu le dis, dans le cas des classes préparatoires. Et même pour les BTS, ça peut valoir la peine, a fortiori, puisqu'on vient de dire que le contrôle continu était ce qui permettait de valider son BTS, il est important d'avoir pu terminer l'année. Donc je suis pour cette formule, mais c'est aussi là dans le dialogue avec les partenaires qu'on va préciser ce point. D'accord. Alors beaucoup de questions qui concernent le bac, évidemment, la tenue ou l'annulation ou pas du bac français, l'adaptation des épreuves du bac général et la question des rattrapages. Je fais une sorte de lot commun de toutes les questions que je vais passer. Pardonnez-moi, je le dis à nos internautes si j'en oublie au passage, mais est-ce que tu peux essayer de nous faire un petit point de situation sur les sujets qui concernent le baccalauréat? Alors, sur le baccalauréat, il y a tout ce que j'ai pu dire depuis une dizaine de jours, depuis que nous avons annoncé la nouvelle formule, dont j'avais dit d'ailleurs qu'elle était conçue aussi pour s'adapter à tous les cas de figure de déconfinement. Donc là, c'est un peu justement la démonstration du fait que c'est le cas. Autrement dit, le baccalauréat tel qu'on l'a conçu est compatible avec le déconfinement tel qu'on est en train de le faire. Et donc, comme chacun l'a bien compris, je pense, c'est le contrôle continu qui permet de valider le baccalauréat à partir du moment où on a un livret scolaire. Mon objectif, c'était quand même que tout le monde continue, en classe de terminale, continue à être bien au travail entre maintenant et le 4 juillet. Et c'est pourquoi on a mis une clause d'assiduité dans le baccalauréat. Donc, c'est cette idée aussi que les élèves doivent être assidus d'ici au 4 juillet, alors que très souvent, les classes s'effilochent un peu au cours du mois de juin. Et de ce point de vue-là, le mois de juin 2020 aussi ne sera pas comme les autres, y compris au sens positif du terme, c'est-à-dire il n'y aura pas ce côté des établissements très occupés par l'organisation des examens. Dans ce contexte, nous avons vraiment fait tous nos raisonnements pour que les élèves puissent travailler sereinement jusqu'au bout, et qu'ils puissent ne pas être lésés, ne pas perdre une année, et qu'ils puissent et qu'on puisse correspondre à tous les cas de figure. Donc, c'est ça qui a conduit, premièrement, à mettre la clause d'assiduité, à mettre des jurys d'harmonisation. C'est d'ailleurs ces jurys qui vont regarder la motivation, l'assiduité des élèves. C'est aussi ces raisonnements qui m'ont conduit à maintenir l'oral de français, parce que l'oral de français, donc cette fois-ci pour les premières, parce que c'était bien pour montrer d'abord que la première raison, c'est d'abord qu'il n'y a pas de contrôle continu de l'oral de français. Et donc, moins de références que pour l'écrit de français pour la note qu'on aurait pu en retirer. Puis, deuxièmement, c'est pour signifier que, bien entendu, les formes prévues du baccalauréat, quand nous pouvions les maintenir, nous les maintenions. Et cette forme-là, on pouvait la maintenir. Ça reste encore vrai aujourd'hui, puisque on peut tout à fait organiser un oral en respectant
les distances, les gestes barrières, etc. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'avoir une motivation pour les élèves à travailler leur texte. Et dans la période de confinement actuelle, mon encouragement, c'est justement de lire les textes. J'ai abaissé le nombre de textes qu'il fallait présenter. Hein, c'est 15 œuvres en voie générale, 12 œuvres en voie technologique. Et donc, franchement, c'est un encouragement pour l'approfondissement du français. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de la nation apprenante. Il y a tous les jours sur France Culture, de midi à midi et demi, des lectures et des analyses en rapport avec les programmes de français de première. Bon, si les conditions sanitaires le justifiaient, nous changerions l'oral de français. Mais au moment où je parle, même si je sais que beaucoup souhaitent leur annulation, mais pas tout le monde, je pense que c'est bon pour tous et que cet oral de français soit maintenu. Ensuite, sur la session de septembre, là aussi, ça a été pensé pour ne léser personne, parce qu'il y a des candidats libres, il y a des personnes, il y a aussi tous ceux qui ont eu moins de 8 au contrôle continu. Et donc, comme les règles du jeu n'étaient pas définies à partir du début de l'année scolaire, il m'a semblé juste de dire que dès lors que le jury constatait une motivation de l'élève, alors il pouvait lui ouvrir le droit à passer la session de septembre, ce qui d'habitude n'est pas le cas, évidemment. Et puis, il y aura un oral de rattrapage, cette fois-ci dans les formes tout à fait classiques, pour les élèves qui ont entre 8 et 10 au contrôle continu. D'accord. Une question particulière sur les élèves redoublants qui ont gardé leurs notes du bac 2009, ils le gardent pour 2020. Les élèves de l'année dernière, donc oui, et qui désormais sont en candidat libre. Donc ceux-là sont considérés comme des candidats libres. D'accord, ok. Pas mal de questions aussi sur le recrutement des professeurs et les concours de recrutement. J'imagine qu'il y a des internautes qui nous regardent qui sont concernés et intéressés par ces questions-là. J'imagine que c'est une grande difficulté de faire les choses à distance dans le moment. Il y a des sessions qui sont prévues en juillet. Est-ce qu'elles sont maintenues? Comment l'éducation nationale continue de fonctionner sur ce domaine très important, évidemment? Alors, c'est un sujet sur lequel le mode de raisonnement a été le même aussi, c'est-à-dire comment ne pas léser les candidats. C'est vraiment ce qui m'a habité depuis plusieurs semaines par rapport à ce sujet. Et nous avons beaucoup travaillé avec Frédéric Vidal pour tout simplement aboutir à une solution qui soit bonne pour les candidats, bonne pour l'intérêt général. Nous avions à attendre aussi les enjeux du déconfinement pour pouvoir dire quelque chose de plus assuré sur cette question. Et c'est pourquoi c'est ce matin que j'ai commencé à pouvoir publier les conditions pour ceux qui présentent les concours de professeurs des écoles, qui présentent le CAPES, qui présentent l'agrégation. Donc, il y a tous les détails sur le site du ministère depuis ce matin. Chaque personne concernée a dû recevoir depuis ce matin un email personnalisé pour annoncer les règles du jeu. Mais si je veux les résumer en 2 mots, ceux qui avaient déjà passé un écrit avant la période de confinement vont continuer à passer un oral entre mi-juin et fin juillet comme prévu. Donc, on le réorganise pour eux. Simplement, ça a été retardé du fait du confinement. Ceux qui n'avaient encore rien passé, nous avons modifié les épreuves pour qu'ils n'aient qu'à passer l'écrit. Et c'est sur cette base-là qu'ils seront reçus. Et s'ils sont reçus, ils deviennent fonctionnaires stagiaires dès le mois de septembre. Et ils seront particulièrement suivis pendant toute l'année pour tenir compte du fait qu'il n'y a pas eu d'oral. Et puis ensuite, à la fin de l'année, c'est le processus de titularisation. Et donc, à l'occasion de cette titularisation, on fera passer un oral, ce qui permettra un petit peu de compléter le processus. Mais en tout cas, l'objectif, ça a été aussi de dire à chaque candidat qui n'a pas du tout travaillé pour rien, chaque candidat est en situation de passer le concours et les postes sont ouverts. Et même pour les professeurs des écoles, le gouvernement a créé 1200 postes supplémentaires il y a 2 semaines pour tenir compte de la situation. Donc, le concours est, je dirais, plus ouvert que jamais. Oui, plus que jamais nécessaire. C'est un message qui est évidemment très important. Une question qui est peut-être liée sur les jeunes retraités de l'éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer que on peut faire appel à eux éventuellement pour des moments d'accompagnement pendant l'été, par exemple, pour rattraper du retard? Est-ce que c'est une question qui peut se poser? Oui, de façon générale, les jeunes retraités sont bienvenus et je pense que dans notre société, on a besoin d'avoir du grand lien transgénérationnel, de profiter de l'expérience et du dynamisme des gens qui viennent de prendre leur retraite depuis pas très longtemps et même un peu au-delà. Et donc, c'est vrai que cet exemple est particulièrement bien choisi puisque
Là, on va avoir des vacances très particulières. L'été 2020, lui non plus, ne ressemblera pas aux étés précédents. Donc, on est en train de prendre des grandes initiatives pour le rebond des colonies de vacances, pour qu'elles soient encore plus éducatives, encore plus ouvertes. Il y aura le développement du système école ouverte, qui est déjà bien connu, mais qui va être beaucoup plus développé cet été pour que les bâtiments scolaires soient le plus possible ouverts pendant les vacances avec des activités ludiques, épanouissantes s'y passent pour les élèves. Il y aura aussi du soutien scolaire gratuit. Et puis, il y aura des classes vertes dans la région de l'enfant pour faire découvrir la nature, faire du sport, tout en respectant les règles qui vaudront en juillet et août, bien entendu. Mais l'idée, c'est, on a eu des enfants qui ont été confinés, avec tous les inconvénients que ça représente pour eux, d'un point de vue, je dirais, psychologique. Et donc, il faut qu'ils respirent cet été et que le droit aux vacances, qui est déjà un enjeu social monumental en temps normal, l'est encore plus cette année. Et donc, là aussi, il y a un enjeu interministériel. On y travaille avec de nouveau Julien de Normandie, Adrien Taquet, mais aussi Jacqueline Gouraud et Roxana Marancineanu et d'autres pour avoir, et bien sûr, je fais ça avec Gabriel Attal, pour travailler à cette offre renforcée. C'est tout le milieu de l'éducation populaire et il y aura des volontaires qui parfois viendront de l'éducation nationale, mais qui parfois peuvent être des jeunes retraités de l'éducation nationale, mais aussi des personnels des collectivités locales, du monde associatif, pour ce grand enjeu éducatif national qui d'ailleurs doit nous permettre de faire d'un mal un bien, c'est-à-dire que la crise nous oblige à relever des défis sociaux qui se présentent avec une particulière acuité, mais qui existaient déjà avant. Et le droit aux vacances en est un typique. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle on est et les énergies qui se présentent sont évidemment bienvenues. C'est vrai que ça ressort. Alors on va peut-être s'arrêter là parce que sinon on va battre nos records et je veux qu'on puisse tenir le timing de nos lives. J'aurais pu te poser 1000 questions. J'ai essayé de poser des questions assez concrètes parce que les internautes, et je les en remercie, sont venus avec leurs questions, évidemment, qui sont nos préoccupations d'enseignants, de parents. On sent à travers toutes les réponses que tu nous as faites que l'éducation nationale sortira aussi changée de ce moment-là. Est-ce que peut-être que ça peut être une conclusion de te poser cette question? Est-ce que toi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, tu ressortiras aussi changé de cette période? Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers, un regard peut-être aussi que tu portes sur ton ministère qui changera les choses pour l'avenir? C'est une belle question pour moi. Alors d'abord, je veux dire un point pour ceux qui seraient éventuellement frustrés de questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Nous mettons à jour tous les jours une foire aux questions sur le site du ministère. Donc il faut penser à la regarder pour répondre parfois à des questions concrètes sur, par exemple, conditions de passation du BTS, que sais-je, des questions qui ont été posées. J'en ai vu défiler certaines. Donc très souvent, vous allez avoir la réponse sur la foire aux questions. Par ailleurs, chaque vendredi, j'envoie un message aux parents d'élèves d'une part, aux professeurs d'autre part, pour faire le point et pour souvent répondre à des questions qui sont posées sur notre Facebook pendant la semaine. Ensuite, par rapport à la question que tu poses, le système, évidemment, est d'une certaine façon amené à s'adapter aux circonstances particulières, avec des aspects durs, des aspects des limites que nous pouvons rencontrer, mais aussi des progrès, des éléments d'adaptation et des choses qui nous font réfléchir, c'est évident. Et c'est forcément intéressant. Et j'en parlais encore avec une organisation syndicale juste avant de venir ici. Il y a évidemment bien des idées, notamment autour de la personnalisation du parcours de l'élève. Là, avec le retour des élèves, on va être vraiment en situation de faire ça, c'est-à-dire qu'on fait déjà, bien sûr, mais qu'on va faire plus, c'est-à-dire où en est l'élève, comment on l'accompagne vers les objectifs que l'on a pour l'élève et comment on réussit à la fois à élever le niveau général et à faire plus de justice sociale par cette démarche. C'est ça qui est fondamental. Quant à moi, bien sûr, je suis comme chacun d'entre nous influencé par ce que je vis. Donc, je dois dire que, et le président de la République lui-même a dit qu'il changeait. Et heureusement, c'est notre lot d'êtres humains. Heureusement qu'on n'est pas les mêmes à travers des expériences que l'on vit. Et quand on réfléchit à soi-même il y a 10 ans, on a de temps en temps le sentiment qu'on est un peu parfois une autre personne et en même temps la même personne. Au travers d'une crise comme ça, on vit comme 10 ans d'expérience, y compris en termes de, je l'espère, d'ouverture aux autres. C'est-à-dire qu'il faut, on m'a parfois dit que j'étais vertical, j'ai reçu ce reproche.
pendant des périodes comme ça, on est obligé d'être très horizontal. Que ce soit pour la réforme pour l'adaptation du baccalauréat, que ce soit pour ce qu'on doit faire maintenant pour le déconfinement, c'est essentiel d'être à l'écoute, de rechercher la plus grande unité. On a besoin de cette unité. Et quand on voit que très souvent il y a une nervosité dans le débat public, s'il y a bien une chose à laquelle j'appelle, c'est bien sûr à la diversité des points de vue. C'est très sain et très normal et très souhaitable pour la belle démocratie que nous sommes. En même temps, le respect des autres, la volonté de rechercher des solutions concrètes à plusieurs, c'est bien aussi. Et c'est aussi cette démonstration-là qu'on doit faire dans les temps actuels, et on est tous responsables de ça. Donc, j'espère m'améliorer dans cette période, dans cette direction. Écoute, je te remercie. Je partage vraiment ce point de vue, la conclusion que tu fais. Je le dis de mon point de vue, en étant à la tête du mouvement majoritaire. On a souvent dit que notre majorité était d'une certaine façon parfois un peu donneuse de leçons dans la manière, y compris de dire nos vérités, parce qu'on est très convaincus de ce qu'on porte. Et cette crise aussi nous a parfois conduit à dire « je ne sais pas ». Je retiens pour ma part la phrase du Premier ministre « je vais vous dire ce que je sais, je vais vous dire ce que je ne sais pas ». Je crois que c'est très important au regard des défis auxquels on fait face. Ça doit être aussi un enseignement pour nous, responsables politiques, de faire les choses avec transparence, avec rationalité, et avec aussi beaucoup d'humilité. Et ce soir, tu l'as porté. Je te remercie en tout cas beaucoup à la fois d'avoir été disponible pour répondre aux questions et puis pour l'action quotidienne que tu mènes à la tête de ce très beau ministère avec cette tâche importante. Merci à toi, Jean-Michel. Merci à tous d'être connectés. Demain, je serai avec Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, là aussi sur d'autres champs, des questions importantes pour notre alimentation. Et donc, ravi de vous retrouver. Bonne soirée à tous, restez chez vous et à bientôt. Au revoir, à bientôt et merci.